Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 1er novembre. C'est sûr, ce mois de novembre va connaître de nombreux mouvements de grève. Transport, fonction publique, poste, éducation nationale appellent à des journées d'action. Nouvelle fusillade à Grenoble, 2 hommes ont été tués, 3 autres blessés hier soir. Un règlement de compte lié, semble-t-il, au trafic de stupéfiants. Pour la première fois dans la rocambolesque affaire de l'Arche de Zoé, notre envoyé spécial au Tchad a pu récupérer toute une série de photos des enfants qui devaient être rapatriés en France, des photos prises par le pilote belge. De plus en plus de Français organisent leurs funérailles de leurs vivants, une façon de s'assurer que leurs dernières volontés seront respectées et surtout que cette charge n'incombera pas à leurs héritiers. La hausse de l'euro par rapport au dollar incite beaucoup de touristes européens à une escapade outre-Atlantique où les prix sont très attractifs. Alors que 6 fédérations de cheminots, dont la CGT et Sudrail, maintiennent leur appel à la grève à partir du 11 novembre à 20 h, la SNCF réitère son offre de négociation, comme nous l'annonçait hier son directeur général, Guillaume Pépi, mais seule la CFDT est prête à discuter. Fabien Château et Pascal Caron. Comme un air de déjà-vu, le 13 novembre à partir de 20 h, on prévoit une nouvelle journée noire dans les transports. Certains salariés de la SNCF sont prêts. Je pense que le mouvement se corsera très vite parce qu'on est tous attachés à notre système. À l'époque, on se battait pour obtenir des choses, et maintenant on se bat pour garder notre régime et les acquis, quoi. Pour débloquer la situation, la SNCF a fait des propositions. La mise en place d'un système de retraite complémentaire, des augmentations de salaire pour ceux qui travaillent au-delà de 55 ans. Le gouvernement, lui, réfléchit à un système pour moins pénaliser ceux qui partent plus tôt. Les syndicats ne sont pas convaincus. On a le sentiment que du côté du gouvernement ou du président de la République, parce que la distinction n'est pas facile à faire, on multiplie les annonces, un peu comme on joue au flipper. Vous savez, on lance une boule et on dit ça marquera toujours des points quelque part, sauf que de temps en temps ça fait tilt. Il reste 10 jours pour trouver une porte de sortie. La direction de la SNCF a proposé de rencontrer les syndicats les 6 et 12 novembre prochains. Le calendrier des grèves prévu pour le mois de novembre est donc particulièrement chargé, je vous le disais, transport, énergie, fonction publique, enseignants, revue de détail, Romain Messi. Pour le gouvernement, novembre noir commence le 13 à 20 h avec la grève à la SNCF contre la réforme des régimes spéciaux. EDF et GDF se joindront au mouvement le lendemain. À la RATP, les syndicats décideront en début de semaine prochaine s'ils rejoignent la mobilisation. Contrairement au 18 octobre dernier, cette grève est d'ores et déjà illimitée et reconductible. Objectif, durer jusqu'au 20 novembre. Ce jour-là, les fonctionnaires seront à leur tour en grève pour protester contre les réductions d'effectifs et pour des augmentations de salaire. Enfin, le 29, les magistrats manifesteront. Ils refusent toujours la réforme de la carte judiciaire, voulue par le gouvernement. Alors que les prix du pétrole n'en finissent pas d'augmenter, 50% de plus depuis le début de l'année, les conséquences sur les prix de l'essence et du fioul sont évidemment très sensibles. Certains sites internet permettent cependant de trouver les meilleurs tarifs. Illustration et reportage, Julien Dupéret et Alain Locachio. C'est le grand écart des prix. À gauche, une des stations les plus chères de Paris, à droite, une des moins chères. D'un côté, le litre de samplon 95 atteint le sommet d'1,69 €, de l'autre 1,28 €. Plus de 40 centimes d'écart alors que 7 km les séparent. Pour l'automobiliste, difficile de s'y retrouver. C'est jamais le même prix, mais toujours à des stations différentes. 30, l'autre 40, l'autre je sais pas combien, chacun... Il n'y a pas un prix fixe, quoi. La seule chose certaine, c'est qu'en ce moment les prix grimpent. 1,30 € en moyenne le litre de samplon 95, 1,15 € pour le gazole. Des records qui expliquent le succès des sites comparateurs de prix sur Internet. Celui du ministère de l'économie, mais aussi des sites de particuliers. Cet habitué ne fait pas un plein dans une station sans y jeter un œil. Le problème, c'est de toujours essayer de trouver la meilleure. On est entre 2 ou 3, on n'est pas tout le temps sur place. Et si on va tout le temps à la même, on se fait avoir. Donc il vaut mieux effectivement avoir des yeux qui puissent nous dire attention, le meilleur prix il est là-bas. Face à ces augmentations du prix à la pompe, pour trouver une solution, les compagnies pétrolières seront invitées prochainement au ministère de l'économie. À Grenoble, nouvelle fusillade dans le quartier de la Villeneuve. 2 hommes ont été tués, 3 autres blessés. Sans doute un règlement de compte dans le milieu des trafiquants de drogue. Benoît Gadret et Thierry Simonet. Les victimes ont perdu beaucoup de sang.
Elles ont fait l'objet d'un feu nourri. 5 hommes étaient visés. Ils discutaient ici, dans cette cité sensible, quand un commando de 3 hommes armés et cagoulés a fait irruption. D'un seul coup, j'ai entendu pouf, 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 pouf. C'était au-dessous de moi. Et quand je suis rentré au balcon, j'en ai vu 3 mecs qui foutaient le camp par là, descendaient la pente. Et il y en avait 3-4 qui étaient par terre, plein, le mar de sang. 2 hommes sont morts, dont un considéré par la police comme un chef de gang. 3 autres sont blessés, dont 2 grièvement. Les tireurs sont repartis à pied, sans craindre la présence de témoins. On a affaire à des individus qui prennent de gros risques, en venant, j'allais dire, presque sur le territoire du clan adverse, quoi, et avec beaucoup de détermination. Cette fusillade sanglante est la 6e du genre en un an dans l'agglomération grenobloise. 8 hommes en tout ont été tués, 8 autres blessés, et toutes ces affaires ont un lien entre elles. Ceci s'inscrit dans un contexte de trafic de drogue, où nous avons affaire à une rivalité entre deux clans, 2 bandes, et qui veulent ensuite s'attaquer au marché de la drogue, lequel marché est détenu par d'autres individus d'autres quartiers. 4 à 5 familles qui vivent du trafic de la drogue seraient concernées, mais dans ces enquêtes, la justice éprouve les pires difficultés. On a peu de témoins, et quand on a un témoin, généralement ceux-là ne veulent pas parler pour toute une série de raisons qui tiennent à la crainte de parler ou qui tiennent aussi à l'habitude du silence. C'est vrai que c'est une sorte d'omerta. La police judiciaire a dépêché une 15aine d'enquêteurs pour élucider ces assassinats, avec l'espoir d'éviter une nouvelle fusillade. À Bondy, fin des recherches dans les décombres de l'immeuble en partie détruit après l'explosion d'une conduite de gaz, de travaux de voirie. Le bilan est toujours d'un mort, 52 blessés, 32 personnes sont toujours hospitalisées. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'entreprise chargée du chantier disposait de plans qui ne mentionnaient pas l'existence de la canalisation, ce que dément ce soir GDF, qui affirme que toutes les informations avaient été fournies. Il y a 3 ans, Géraldine Giraud, la fille de l'acteur, et Katia L'Herbier, son amie, étaient assassinées. Depuis, l'enquête piétine, même si des présomptions pèsent sur l'attente, dont une lettre laisse entendre un dépit amoureux. Rappel des faits avec Franck Genozo. 4 personnages principaux, 1300 témoins auditionnés. Pourtant, l'affaire Giraud-L'Herbier est loin d'être élucidée. Il y a 3 ans, jour pour jour, Géraldine Giraud et Katia L'Herbier disparaissent. 6 semaines plus tard, leurs corps sont retrouvés au fond d'un puisard dans le jardin de cet homme, Jean-Pierre Trébert. Très vite, il est mis en examen pour assassinat. La justice tient un suspect qui clame son innocence, mais toujours pas de mobile. Après 3 mois de fausses pistes, les regards se portent vers Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine Giraud. Dans sa maison, les enquêteurs retrouvent du chloroforme et un ruban adhésif identique à ceux ayant servi à tuer les 2 jeunes femmes. Mais aussi une lettre qu'elle a écrite à Katia L'Herbier, dont le Figaro révèle aujourd'hui le contenu. « Je t'ai ouvert grand mon cœur, donné toute ma confiance, explique-t-elle, mais à présent, la fluidité a disparu. » Les 2 femmes ont bel et bien eu une relation amoureuse, mais la lettre ne révèle aucune animosité. C'est aussi l'impression que dégageait à l'époque Marie-Christine Van Kempen. Elles se sont tout de suite plues et elles se complétaient. Et je suis sûre qu'elles auraient fait vraiment des merveilles ensemble. Elle est aujourd'hui mise en examen pour complicité d'assassinat. Les enquêteurs la soupçonnent d'avoir, par dépit amoureux, commandité le meurtre de sa nièce. Mais là encore, les éléments sont minces. La gérante de ce bar pense l'avoir vue avec Jean-Pierre Trébert avant le meurtre. Version contestée par un serveur. Certains enquêteurs évoquent aujourd'hui la possibilité d'un sosie. Énième péripétie d'une enquête qui semble aujourd'hui au point mort. Au Tchad, pour la première fois, les photos prises tout au long de l'opération par le pilote belge qui devait rapatrier les enfants dans le cadre de l'opération Arche de Zoé ont pu être visionnées par nos équipes sur place. Ces photos donnent des précisions nouvelles sur la façon dont l'opération avait été engagée. Reportage exclusif à N'Djamena, Dominique Derda et Frédéric Ranck. Un matelas de mousse, une paire de draps, une natte, avec ça au moins les conditions de détention de Jacques Villemard devraient être un peu moins difficiles. C'est son avocat tchadien qui les lui fait porter à la maison d'arrêt de N'Djamena. Jacques Villemard est un ancien commandant de bord de la Sabena, la compagnie aérienne belge. Il a 74 ans. Hier à son tour, il a été mis en examen et inculpé de complicité d'enlèvement. Il risque 20 ans de prison. Pourtant c'est lui qui spontanément, quand il a appris l'interpellation des membres de l'Arche de Zoé, s'est mis à la disposition de la justice. Il est allé à l'accueil de son hôtel
pour dire, ben écoutez, moi, j'ai été impliqué d'une certaine manière dans le transport des enfants. Je ne savais pas que c'était un rapt d'enfants. Donc, au cas où, je suis là, à la disposition des autorités tchadiennes pour contribuer à la manifestation de la vérité. C'est pour se rendre utile, pour venir en aide bénévolement aux enfants du Darfour, que Jacques Villemard a accepté l'offre d'Éric Breteau, le président de l'association rebaptisée Children Rescue. De la mi-septembre au 23 octobre, à bord de ce petit avion de tourisme, il sillonne l'est du Tchad. L'objectif est de ramener à Abéché des enfants en situation de détresse, des réfugiés, des malades, des orphelins s'il y en a. Jacques Villemard n'est ni médecin ni officier d'état civil. Ce n'est pas lui qui effectue le tri, ce sont les responsables de Children Rescue. Au fil des missions, le pilote prend d'innombrables photos, un témoignage unique sur les activités de ces humanitaires dont rien alors ne laisse supposer qu'ils s'apprêtent à s'envoler bientôt pour la France avec 103 de ses enfants. À Abéché, Children Rescue ne se cache pas, bien au contraire. Dans le centre d'hébergement qu'ils ont ouvert, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés, l'agence des Nations Unies qui leur a fourni les tentes sous lesquelles dorment les enfants. Des enfants qui, contrairement à ce qu'on dira plus tard, lorsque le scandale aura éclaté, ne semblent alors ni stressés ni choqués. À l'évidence, ils sont bien nourris, bien traités. Il suffit pour s'en convaincre de voir les sourires sur leur visage. Leur a-t-on dit qu'un jour prochain, ils partiraient pour un autre pays? Probablement pas. On sait depuis que la plupart sont tchadiens et non soudanais et que rares parmi eux sont les orphelins. Éric Breteau et son équipe se sont bien gardés de faire part de leur projet aux autorités tchadiennes qui, aujourd'hui encore, laissent imaginer le pire. Si c'est pour le bien des enfants, ça ne se ferait pas en cachette. C'est pour d'autres opérations. Et les pires opérations qu'ils puissent faire, c'est quoi? Les organes, la pédophilie, je crois que ça vient spontanément à la tête de toute personne. Quand il s'est envolé de la base militaire française d'Abéché pour regagner N'Djamena puis la Belgique, Jacques Villemard ne se doutait pas qu'il serait mêlé à une affaire aussi grave. Dans sa cellule, il attend et il espère que la justice bientôt reconnaîtra son innocence et le laissera retrouver sa famille. Et puis le président Idriss Déby a souhaité aujourd'hui que les journalistes et les hôtesses de l'avion incarcérés et poursuivis dans cette affaire puissent être libérés. Écoutez-le. Je vous assure que j'ai eu évidemment au téléphone le président Sarkozy hier, nous en avons discuté longuement. Je souhaite pour ma part que la justice tchadienne fasse très rapidement la lumière et que les journalistes, y compris les hôtesses, soient libérés le plus rapidement possible. Le président tchadien ne s'est pas prononcé en revanche sur le sort des membres de l'Arche de Zoé, inculpés d'enlèvement de mineurs et de complicité qui risquent entre 5 et 20 ans de travaux forcés. Nous retrouvons en direct sur place Dominique Derda. Alors Dominique, les dernières déclarations du président tchadien sont plutôt encourageantes pour les journalistes et l'équipage espagnol, mais disons inquiétantes pour les membres de l'association. Oui Françoise, les 3 journalistes français, Jean-Daniel Millou, Marie-Agnès Perrand et Marc Garmirier devraient, si tout va bien, être libérés dans le courant de la semaine prochaine, dès qu'ils auront été entendus par un nouveau juge d'instruction qui est ici à N'Djamena chargé de reprendre le dossier. La France, on le sait, a depuis longtemps insisté auprès du Tchad pour que leur sort ne soit pas lié à celui des humanitaires. Même chose pour les autres. Il y a ici des diplomates espagnols qui font tout leur possible pour venir au plus vite libérer l'équipage de l'appareil qui devait enfants. Pour les membres de l'Arche Zoé, les choses évidemment ne sont pas du tout du même ordre. La justice tchadienne a bien l'intention de prendre tout son temps, de mener l'affaire au rythme qui lui conviendra. Et la France, si elle tient à s'assurer qu'ils soient bien traités, ne souhaite visiblement pas intervenir pour précipiter leur retour. Merci Dominique Derda pour toutes ces précisions. J'ajoute que la liaison est évidemment extrêmement difficile car nous n'avons pu joindre notre correspondant que via Internet. Conséquence de cette malheureuse affaire de l'Arche de Zoé, le Congo a décidé de suspendre les adoptions d'enfants. De fait, les associations d'adoption redoutent que cette opération ne soit une contre-publicité pour l'adoption internationale. Reportage Jean-François Firé et Alain Locachio. Elle dit aujourd'hui être une maman comblée. Dans son appartement parisien, Muriel Ham élève 2 enfants, 2 Haïtiens de 3 et 5 ans, adoptés sans l'aide des pouvoirs publics ou d'une association. La démarche fut pénible parce que trop longue, 21 mois au total. C'était très difficile d'attendre, mais ça faisait partie de ce pari, de ce parcours, donc il fallait attendre, c'était comme ça. Pas d'autre choix que d'attendre pour obtenir des papiers en règle pour ses enfants. On ne peut donc pas faire n'importe quoi, rappelle-t-elle, l'affaire l'Arche de Zoé la révolte.
Je pense que ça peut faire des amalgames. On peut considérer que c'est de l'adoption alors que ça n'en est pas. L'adoption, c'est pas une situation d'urgence. L'adoption, c'est pas de la charité. L'adoption, c'est une famille qui se constitue. En France l'an dernier, moins de 4000 enfants ont été adoptés, un chiffre en recul de 5% par rapport à 2005. Il n'y a pas moins de demandes, les pays d'origine sont simplement de plus en plus réticents à proposer leurs orphelins à l'adoption. La famille adoptive, bonjour. Dans cette association, on tente de rassurer des parents actuellement en cours d'adoption, des parents qui savent très bien que le scandale du Tchad risque de ralentir un peu plus leur démarche. Puisqu'ils vont être catalogués comme des rapteurs d'enfants, des gens qui viennent enlever des enfants, organiser des charters pour ramener des enfants en Europe. L'autre risque, c'est que des mafias émergent et se mettent à monnayer les enfants. Rien qu'en France, 30 000 familles sont dans l'attente d'un enfant à adopter, mais seuls 40 000 sont officiellement prêts à être accueillis dans le monde entier. Et puis il y aurait aujourd'hui environ 1800 Français retenus pour des raisons diverses et variées dans les pays étrangers. Exemple parmi d'autres, ce couple retenu en Inde depuis maintenant 3 mois, l'homme chirurgien dentiste avait gardé dans son portefeuille une cartouche fictive. Sur place, Arnaud Miguet et Arnaud Levert. Ils étaient venus en Inde pour 3 semaines de vacances. Voilà presque 3 mois que ce pays les retient. Yves Poitevin, chirurgien dentiste parisien, et sa compagne, Caroline, privés de passeport, se sont retrouvés du jour au lendemain prisonniers du système judiciaire indien. Tout commence le 13 août dernier à l'aéroport de Delhi. C'est là que le Français est arrêté, lors d'un contrôle de routine. L'homme est amateur d'armes à feu, il avait dans ses poches une balle usagée. Elle était dans mon portefeuille peut-être depuis 3 mois, donc j'ai travaillé à Paris jusqu'à 9 h du soir la veille du départ. On a pris un taxi à 7 h et puis je l'ai complètement oublié. Comme c'était une balle totalement factice, un jouet qu'on aurait pu donner à un enfant de 10 ans, ça m'a pas marqué de façon précise. Depuis, c'est un cauchemar sans fin. Interrogatoire, 5 jours de prison avec 40 codétenus et liberté sous caution. L'ambassade de France, les avocats et les principaux intéressés en perdent leur latin. Après 2 comparutions devant les juges, il n'y a toujours pas d'inculpation. Il y a un aspect psychologique qui est vraiment excessivement difficile à vivre. Heureusement qu'on est 2 et qu'on s'entraide et tout. Et le 3e aspect, il est financier. On se retrouve prisonnier ici depuis quasiment 3 mois. C'est tout sauf des vacances. C'est un voyage en enfer, là. Les autorités françaises ici font tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver une issue à cette affaire. Mais la justice indienne est souveraine et assurément pas des plus rapides. Après les ravages causés par la tempête tropicale Noël qui a tué au moins 80 personnes dans les Caraïbes, ce sont des inondations sans précédent que connaît une des provinces du Mexique, le Tabasco, où les secours s'organisent tant bien que mal. Claude Sampère. Elle nage avec une détermination farouche. Son but, retrouver sa petite famille, ses enfants réfugiés dans une grande bassine en plastique. Depuis 48 heures, de très fortes pluies se sont abattues sur l'état de Tabasco, au Mexique. Des quartiers entiers ont été engloutis sous les eaux. Plus de 500 000 personnes ont dû évacuer leur domicile. L'armée a été mobilisée pour porter secours. Mais parfois, l'eau est montée jusqu'au toit. Ici, on utilise tous les moyens possibles, jet ski ou barque. Selon les autorités, la capitale de l'État, Villahermosa, 335 000 habitants, a été dans sa quasi-totalité touchée par les inondations. Dans certains quartiers, les habitants se mobilisent et essayent d'établir des barrages avec des sacs de sable. Nous ne voulons pas partir parce qu'on a peur des pillages. Pour le moment, les opérations de secours se poursuivent, mais la météo ne montre aucun signe d'amélioration. À Washington, Dominique Strauss-Kahn prend aujourd'hui officiellement ses fonctions à la direction générale du Fonds monétaire international. Il sera le fonctionnaire le mieux payé de Washington avec près de 500 000 $ nets par an, soit environ 30 000 € par mois. Alain de Chalvron et Aaron Diamant. Le FMI n'est pas l'armée, mais là-bas aussi, on se lève tôt. 8 heures pour la passation de pouvoir. Dominique Strauss-Kahn, accompagné d'Anne Sinclair, ne serait pas arrivé en retard pour un empire, pour cette nouvelle page de sa vie. Échange d'amabilité avec son prédécesseur, l'Espagnol Rodrigo Rato, et déjà un mot qui fait tilt. Le jour où je quitterai le FMI, dit-il. Ainsi DSK évoque déjà son départ. Ça arrivera bien, poursuit-il, sans doute, mais quand? J'ai dit que le mandat pour lequel je me suis engagé est un mandat de 5 ans, mais que les Français sont maîtres de ce qu'ils veulent faire.
Le nouveau directeur général gardera donc un œil sur Paris. En attendant, il prend possession des lieux et fait connaissance de ses nouveaux collaborateurs bien décidés à réformer l'institution. Il faut aller vite. Les questions de budget ne peuvent pas attendre. Le fait de régler la question de ce qu'on appelle des quotas, c'est-à-dire de la part relative de chaque pays, ne peut pas attendre non plus. L'homme de gauche est plutôt bien accueilli par les tiers-mondistes qui ont le FMI dans le collimateur. Nous espérons qu'il apportera une politique plus progressiste au FMI, qu'il changera la façon dont l'institution est dirigée et dont elle se comporte dans les pays les plus pauvres. À bientôt. À bientôt, c'est pour les Français. Mais derrière cette porte, c'est toute la machine du FMI qui l'attend. D'autres Européens profitent aussi de la hausse de l'euro par rapport au dollar pour séjourner aux États-Unis et effectuer quelques emplettes, comme le montre ce reportage tourné à Miami par Martine Laroche-Joubert et Pascal Jouffriou. De plus en plus de touristes français en Floride en ces vacances de la Toussaint, pour la beauté de la nature, dans ces marais des Everglades, mais pas seulement. Depuis hier, on fait des shopping de folie. Ouais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est pas cher. Pas de bronzage, mais de très bonnes affaires, de quoi mettre les touristes de bonne humeur pendant les accalmies. Première bonne surprise dans le bureau de change. Thank you. Ça fait plusieurs années qu'on vit aux États-Unis et jamais le change n'a été aussi intéressant. Donc c'est vraiment très, très intéressant. On va pouvoir en profiter. Alors pourquoi se priver d'une belle voiture? Jean et sa femme Lucia cherchent une location. $40 la journée. $40. Ça fait combien en euros? Ça doit faire dans les 30? 30 € la journée. 30 € la journée, c'est donné. C'est vraiment super. Direction les boutiques avec des amis, Dominique et sa fille Karine. Vous trouvez ça intéressant finalement alors? Ah, c'est très bien, oui. Quand on fait la différence, quand on fait la différence, on est gagnant. On est vraiment gagnant. Ouais. Vraiment gagnant. Et en plus, c'est bien. Les vêtements de sport sont particulièrement attractifs pour les heureux détenteurs d'euros. On voit beaucoup de Français. Et pourtant, ce n'est pas la bonne saison. Ici, tout intéresse les Français. L'électronique aussi. C'est un duty free, donc sans les taxes, ça revient à rien. Les appareils photo, tout est très peu cher. Mais les tempêtes de la météo et de leur monnaie n'empêchent pas les Américains de respecter les traditions et de fêter Halloween. Autant en emporte les dollars. Le pilote qui a largué la bombe atomique sur Hiroshima est mort aujourd'hui à son domicile dans l'Ohio, aux États-Unis. Paul Tibbetts, 92 ans, pilotait le B-29 baptisé Enola Gay, avec à son bord la bombe atomique qui a causé la mort instantanée de dizaines de milliers de personnes à Hiroshima. En France, dans 2 mois, l'interdiction de fumer s'appliquera à tous les cafés, restaurants et discothèques. Déjà, un certain nombre d'entre eux ont pris des dispositions. Pour d'autres, c'est un coup dur. Les fumeurs seront condamnés à sortir des établissements. Édouard Bergeon et Caroline Dibrecht. Pendant le service, les clients fument, les serveurs aussi. Mais seulement au rez-de-chaussée. Le restaurant, depuis lundi, passait en bas à un fumeur, comme d'habitude. Et on a fait l'étage non-fumeur, strictement non-fumeur. Suivez-moi. Ici, on a préféré anticiper, en partie du moins. Une interdiction partielle qui a surtout valeur de test. Messieurs, dames, ça s'est bien passé? Très bien. Ça vous dérange pas que le restaurant soit non-fumeur? En tant que non-fumeur, oui. On apprécie mieux. Et c'est plus agréable, on déguste mieux ce qu'on mange. Voilà. Au 1er janvier 2008, plus du tout de tabac, à moins d'installer un espace fumeur étanche. Pas possible ici car la place manque. Il y a des aménagements particuliers? Du tout. Non, du tout. Enfin, les gens vont peut-être consommer à l'extérieur de temps en temps, mettre des tables à l'extérieur. Moi, j'irais peut-être fumer des cigarettes dehors de temps en temps quand je passe un bon moment et que j'ai envie de fumer. Là-bas, on fume. Là-bas, on fume moins. Dans cette discothèque parisienne... Mais en janvier, on fume un peu. Le patron ne voit pas comment interdire complètement la cigarette. En théorie, l'application de la loi paraît simple. En pratique, beaucoup moins. Même s'il ne craint pas de baisse de son chiffre d'affaires. Comment on fera avec le bruit, comment on fera avec les récalcitrants, comment on fera face à l'attitude des clients, c'est un vrai problème. Son truc, les petites gourmandises, mousse au chocolat et fruits gratuits pour oublier la cigarette. J'ai déjà commencé depuis un mois, on remplace ce cendrier par ces petits pots. À défaut de petits pots, ce sera 68 € d'amende pour les fumeurs récalcitrants, 135 pour les patrons. La note sera salée pour la cigarette hors la loi.
En médecine, c'est une première pour les enfants atteints d'une maladie génétique rare, une forme particulière de la leucodystrophie qui touche une cinquantaine d'enfants par an. Pour la première fois, une équipe française a obtenu des résultats probants sur 2 enfants malades. Alors il ne faut pas perdre espoir, comme Pablo ou Mathieu. Explication Laurence Beauvillard et Mathias Barrois. Jusqu'à 6 ans, Antoine était un petit garçon comme les autres, mais il est né avec une maladie génétique détruisant le système nerveux. La maladie, Leucodystrophie. Adréno-leucodystrophie. Aujourd'hui, Antoine a 14 ans. Jusqu'à présent, le seul traitement pouvant stopper cette maladie était la greffe de moelle. Antoine en a eu 2. La maladie est stoppée, mais elle a eu le temps de plonger Antoine dans l'obscurité. Maladie très grave. Ouais. Non, mais est-ce que tu sais voir les couleurs? Oui, je les vois plus beaucoup. Ah, tu les vois plus beaucoup. Qu'est-ce que tu vois comme couleur, chérie? Le jaune, oui. le blanc, oui. Et le noir. Et le noir. C'est tout. Et après? Pour Antoine, en tout cas, c'est évidemment trop tard. Ce qu'il a gagné par rapport à la leucodystrophie grâce à la greffe, c'est sa vie. Mais voici quelques mois, l'équipe du professeur Aubourg de Paris a traité 2 enfants grâce à un traitement de thérapie génique. Les médecins ont prélevé la propre moelle des enfants. Ils ont apporté un gène correcteur en utilisant comme transporteur un virus du sida désactivé. Ils ont réinjecté cette moelle aux enfants. À ce jour, ils semblent soignés. C'est un double succès, ces travaux du professeur Aubourg et de toute son équipe. Déjà d'avoir donné un énorme espoir pour les enfants et les adultes atteints d'adrénoleucodystrophie et pour l'ensemble des leucodystrophies, mais aussi pour lancer de pistes nouvelles, et formidables pistes d'ailleurs, sur des maladies beaucoup plus fréquentes. La technique utilisée pour traiter cette maladie rare pourrait servir à soigner les leucémies, mais aussi la maladie d'Alzheimer. La dépression nerveuse est une maladie mystérieuse qui touche plus de 3 millions de personnes en France. Les causes en sont multiples, les traitements difficiles à trouver. Voyez ce reportage de José Blanc-Lapierre et Jean-François Monnier. Elle a d'abord pensé à un cancer, fait le tour des médecins qui n'ont rien trouvé. Pourtant, elle maigrissait à vue d'œil. Impossible pour elle d'avaler quoi que ce soit. Loin de s'en douter, cette grand-mère de 84 ans faisait une dépression. Redoutable. Redoutable parce qu'elle vous attrape insidieusement. C'est progressif. Vous descendez peu à peu. Et tout d'un coup, vous êtes très bas. Pour se relever, c'est plus dur plus vous êtes bas. Dépression masquée. C'est ce psychiatre qui a posé le diagnostic. J'étais maigre comme un coucou. J'avais froid. J'étais sur mon canapé à regarder une maladie qui touche un Français sur 5 au moins une fois dans sa vie et qui se soigne à la fois avec un antidépresseur et une psychothérapie. Quand on est déprimé, on n'y arrive pas, tout simplement. Et donc, il faut arriver à prendre conscience que la dépression n'est pas un manque de volonté, ça n'est pas une faiblesse d'âme, c'est une maladie, une vraie maladie qui se soigne. Une maladie que l'on commence à mieux connaître et qui se lie à l'intérieur du cerveau. Sur l'IRM d'un déprimé, voici en rouge la zone des émotions qui est active. En bleu, la tension qui diminue. Quand le patient est guéri, c'est l'inverse. La zone des émotions est désactivée en bleu, la tension en rouge remonte. Cette tristesse consomme en quelque sorte vos ressources intellectuelles qui fait que vous avez perdu la capacité d'attention, de concentration, de prise de décision. Et c'est pour ça que par exemple vous êtes moins efficient dans votre vie quotidienne. Et pour retrouver le moral, les Français sont prêts à tout, même à avaler une montagne de médicaments chaque année. Sur une journée, on arrive à vendre une ordonnance, peut-être un peu beaucoup, mais une ordonnance sur 2 qui contient au moins un anxiolytique, un antidépresseur ou un somnifère, voire les 3. Des médicaments qui, dans un cas sur 3, n'ont pas d'effet sur la maladie. Comme chez cette femme de 58 ans, qui, après avoir tout essayé, vient enfin de trouver son bonheur dans cette machine très spéciale. C'est la dernière séance aujourd'hui de la série. Oui. Voilà, et vérifier les coordonnées. D'abord, bien localiser la zone du cerveau qui pilote la dépression. Puis, lui envoyer des ondes magnétiques pour réveiller les neurones et ainsi stimuler la bonne humeur. 15 séances de 20 minutes, indolore d'après la patiente et efficace dans un cas sur 2. Je constate qu'avant j'avais aucun dynamisme, pas de projet, que tout m'était pénible. Et maintenant je suis suffisamment dynamique pour avoir du plaisir et de la joie à faire les tâches du quotidien et avoir des projets que je vais réaliser. Difficile à soigner, souvent mal diagnostiqué,
La dépression, selon l'OMS, risque d'ici 10 ans de coûter plus cher à la société que le cancer. La police a tenté à nouveau d'évacuer ce soir les 150 personnes qui campent à Paris, rue de la Banque. Les familles, en grande majorité africaines, occupent toujours la rue. Plusieurs personnalités s'étaient relayées à leur côté, notamment Josiane Balasco et Emmanuel Béard. C'est aujourd'hui la fête de tous les saints avant celle des morts. Demain, déjà de nombreuses familles se sont rendues dans les cimetières pour fleurir les tombes de leurs proches. De plus en plus souvent, à partir d'un certain âge, on prépare soi-même le déroulement de ses obsèques pour éviter d'en laisser la charge à ses proches. C'est le cas de 4 Français sur 10. Des préparatifs qui se font aussi dans la décontraction. Jean-François Fierret et Jean-Marc Nouknouk. Vous avez le choix entre le chêne, le peuplier, le pin. On ne peut pas l'essayer. Non, pas du tout. Finalement, sans essayer, Edith, 85 ans, et Marcel, 78 ans, choisiront peuplier avec un intérieur en satin couleur ivoire. Ils sont tombés d'accord sur ce cercueil, celui dans lequel ils seront inhumés. Est-ce que c'est pas un peu glauque de choisir son propre cercueil? On peut pas dire que c'est d'une réjouissance folle, quoi, mais enfin, bon, on est vivant, Il faut le faire, on est voit vivant. ça sous un autre angle, hein, finalement. Voilà. Il faut prendre ça avec le sourire. Voilà, c'est ce que l'on fait, oui, oui. Avec leur conseillère en pompe funèbre, le couple organise ses propres obsèques, de la préparation du corps à la mise en bière. Arrêter les caisses de retraite, les mutuelles, les impôts, Ah oui. les changements d'adresse. Ah oui. On peut faire ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses? 5 000 € par personne pour ce testament obsèque, le prix de la tranquillité. Fait surtout dans le sens que la personne qui reste de nous deux, celle qui restera, n'a plus rien à s'occuper, et puis que les enfants eux-mêmes, derrière, si par hasard on part tous les deux ensemble, s'il serait souhaitable que les enfants n'aient à s'occuper de rien. Edith et Marcel ont accepté leur mort, mais pour ceux qui restent, comme on dit, la démarche peut paraître gênante. Comme Edith, Piaf, Edith a choisi d'être enterrée avec Marcel au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Leurs funérailles sont prêtes, les attend désormais une fin de vie en rose. Et pour d'autres, la Toussaint, c'est surtout l'occasion de se retrouver en famille, entre grands-parents et petits-enfants. En Charente-Maritime et en Gironde, la tradition, c'est souvent la pêche au carlet, qui désigne à la fois le cabanon planté sur pilotis au bord de l'eau et le filet carré que l'on remonte. Ambiance près de La Rochelle, en Charente-Maritime, Anne Guillet-Épée et Fabien Tormos. C'est le moment incontournable des vacances pour Alix, Titouan et Roxane, la pêche au carlet avec les grands-parents. Là, je vais mettre à l'eau le grand carlet. Pas de ligne, pas d'hameçon, juste la manœuvre pour vérifier le filet. Ça te pêche, ça Bah oui, c'est marrant, ça pêche souvent quelque chose, et puis ouais. Les chances sont minces de voir du poisson dans le carlet à cette saison, mais peut-être quelques crevettes. Toujours rien. Dans la famille Belloir, le carlet se transmet de génération en génération. C'est une tradition, oui, oui. Je pense que c'est un style de vie que je souhaite leur transmettre, qu'ils ont d'ailleurs accepté sans contrainte. Le ponton a été détruit à plusieurs reprises par les tempêtes, chaque fois reconstruit. Des histoires plein les filets, mais décidément pour la pêche, ce n'est pas ça. Non, il n'y a rien. La petite pêcherie a son journal de bord grâce à Colette. Souvenir des jours de vacances et tous les autres. Chaque fois qu'on vient à la pêche, on marque le temps, le coefficient, s'il y a du vent, et puis on marque ce qu'on a pêché, et puis si on a une visite. Bientôt marée basse, l'heure du pique-nique. Tu veux du saucisson? Oui. Petit moment de bonheur au soleil, qui fait oublier aux enfants qu'il n'y a vraiment rien de rien dans les filets. Tennis, le Français Richard Gasquet s'est qualifié cet après-midi pour les quarts de finale du tournoi de Bercy en battant l'Américain James Blake 6-4, 6-4. Il conserve ainsi toutes ses chances de qualification pour le Master. Il affrontera en quart de finale l'Écossais Andy Murray qui a battu aujourd'hui le Français Fabrice Santoro. Et puis toujours en tennis, la Suissesse Martina Hingis, ancienne numéro 1 mondiale, a décidé de mettre fin à sa carrière. Elle a révélé cet après-midi qu'elle avait été contrôlée positive à la cocaïne lors du tournoi de Wimbledon. Julien Benedetto. Cette fois, c'est vraiment fini. Martina Hingis arrête définitivement le tennis. Décision motivée par un contrôle antidopage positif. Mais la Suissesse nie s'être dopée. J'ai subi un contrôle positif à la cocaïne en Angleterre lors du tournoi de Wimbledon. Je trouve cela monstrueux, tellement horrible. Je n'ai jamais pris de drogue. Lors du tournoi de Wimbledon, Martina Hingis n'avait guère brillé.
éliminée dès le 3e tour par une modeste américaine. Presque 10 ans jour pour jour après un début de carrière fracassant. En 1997, la Suissesse remporte son premier titre du Grand Chelem en Australie et devient la plus jeune numéro 1 mondiale de l'histoire à seulement 16 ans. 40 titres plus tard, en 2003, la Suissesse met une première fois un terme à sa carrière, vaincue par les blessures à répétition. Nouveau contre-pied en 2006, Hingis revient sur le circuit et remonte en quelques mois à la 5e place mondiale. La contre-expertise est positive, mais la Suissesse parle ce soir d'un vice de procédure. Elle aura connu la gloire pour commencer, le soupçon pour s'en aller. Le festival des primeurs de Massy dans l'Essonne fête ses 10 ans. Particularité de ces rencontres, il s'agit de donner leur chance à des jeunes talents qui présentent leur premier album. Abdel Mostefa et Caroline Librecht. 10 ans que ça défriche, au milieu des immeubles, à Massy. 10 ans que l'on aide à faire éclore de nouveaux talents, tels la franco-israélienne Yael Naïm. Les primeurs de Massy, c'est une vingtaine d'artistes, sur 4 soirées. Un festival imaginé pour offrir une vitrine à ces musiciens qui viennent de franchir le cap du premier album. Les premiers albums sont toujours des albums très singuliers, très personnels. Voilà, c'est l'aboutissement de quelque chose et aussi le départ d'autre chose. Donc moi, ça me paraît un moment crucial. On pense à l'élan, la façon dont on peut rebondir après un festival comme les Primeurs de Massy, c'est un gros festival. Et donc c'est un peu tout un mouvement, tout le chemin qu'il va y avoir derrière ensuite. Avec son album de ballades, Constance Amiot attend beaucoup de la pré-primeur de Massy. Elle sait, comme chacun des artistes, que parmi les spectateurs se cachent des programmateurs de festivals ou de salles de concert. J'essaie de penser qu'il n'y aura pas de professionnels parce que sinon ça me fout les jetons. Donc j'ai juste, voilà, en fait, j'essaie de mettre ça à part et de me dire que je vais juste faire un concert devant un public sympa. Vous ai-je impressionné par ma grande éloquence? Adanovski et sa pop décalée star de demain, à vous de jouer le Madame Irma. En tout cas, se produire à Massy semble être plutôt prometteur. Rappelons que des inconnus programmés ici par le passé s'appelaient San Severino ou encore Cali. Je vous rappelle le principal titre de ce journal. Le président tchadien se prononce en faveur de la libération des journalistes et de l'équipage espagnol qui pourraient donc très vite retrouver la liberté, ce qui n'est pas le cas des 6 membres de l'association L'Arche de Zoé. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Laurent Romeshko. Demain, dès 6h30, Télématin William Lémergie. 13h Élise Lucet. 20h et tout le week-end, vous serez en compagnie d'Olivier Galzi. Très bonne soirée sur France 2. Au revoir. Votre soirée